Bienvenue dans Au cœur du crime, une série proposée par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au centre d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment leur existence a soudain basculé. L'affaire Grégory, premier épisode, d'ONB reçoit l'ancienne journaliste Laurence Lacour. Laurence Lacour, bonjour. Bonjour. Le 16 octobre 1984, vers 18h, le journal La Liberté de l'Est à Épinal est alerté de la disparition de Grégory Villemain. Son corps est retrouvé ce soir-là, pieds et poings liés dans la Vologne. Laurence, vous débarquez dès le surlendemain sur les lieux. Les rédactions flairent la bonne histoire. Il y a en effet tous les ingrédients romanesques pour enflammer l'intérêt du public, non ? Il est certain que c'est une affaire qui, d'emblée, n'est pas apparue comme un fait divers classique, si tant est qu'il y ait des faits divers classiques. Mais très vite, on a compris qu'il s'inscrivait dans la continuité d'une histoire qui était déjà entamée depuis plusieurs années et qui était caractérisée par les appels et les écrits anonymes d'une personne malfaisante qui, visiblement, cherchait à détruire certaines personnes de cette grande famille Villemain que nous avons découverte. Et donc, ce corbeau, ce fameux corbeau. Ce fameux corbeau. Et qui d'ailleurs a revendiqué son crime dès le soir même, de nouveau par téléphone et de nouveau par écrit. Très vite, les familles nous ont parlé, assez volontiers, ce qui était un peu surprenant, mais je pense qu'on était trop nombreux pour qu'ils nous résistent. Donc c'était pas du tout un huis clos, au contraire, c'était à ciel ouvert et les journalistes se sont beaucoup introduits justement dans ces lieux ouverts. Pourquoi est-ce qu'on nous a parlé ? Je pense que dans un premier temps, les gens n'avaient pas idée qu'ils pouvaient nous dire non. Parce qu'on était une certaine puissance quand même, on arrivait avec une certaine arrogance, on arrivait avec nos voitures siglées de médias très connus. Les personnes qui ont parlé le plus volontiers au début ont été les grands-parents de Grégory, qui étaient d'ailleurs les premières victimes, premières cibles de ce fameux corbeau. Et donc ils se sont aussi aperçus dans un premier temps qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui avaient été dites sur eux. Ils ont eu un réflexe assez naturel de vouloir corriger et de vouloir redresser certaines erreurs. Mais évidemment, ça a alimenté un effet boule de neige parce que chaque journaliste après ou chaque média voulait sa part d'interview, sa part de confidence. Et donc les choses n'ont pas cessé d'enfler, alimentées par ces gens-là, par des frères et sœurs de Jean-Marie Villemain aussi, qui avaient des choses à dire. Alors à un moment donné, on s'est quand même demandé si on ne manipulait pas un petit peu d'ailleurs. On avait une certaine condescendance pour ces gens-là, mais je pense qu'avec le recul, c'était aussi une façon pour certains d'entre eux de savoir ce que faisaient les gendarmes, puisqu'on était relativement bien informés, et de leur transmettre. Donc c'était un intérêt partagé, on va dire, dans un premier temps. Vous les utilisiez et vous étiez utilisés aussi. Voilà, mais on l'a pas compris tout de suite, bien évidemment. Mais après coup, oui, on s'est rendu compte qu'on délivrait pas mal d'informations à des gens qui éventuellement pouvaient s'en prémunir, ou en tout cas les transmettre à d'autres qui auraient pu s'en prémunir. Et vous aviez 27 ans, c'était quoi un peu cette ambiance justement avec tous ces journalistes, cette enquête qui se déroule à ciel ouvert Alors moi j'avais 27 ans et j'avais jamais vu de cadavre. Voilà, je le dis parce que c'est vrai que quand même au départ, la première photo qui nous interpelle, c'est la photo d'un enfant décédé dans les bras d'un pompier qui vient de le repêcher dans une rivière. Et ce sont des photos qui nous ont beaucoup interpellés, qui nous ont beaucoup marqués, choqués. Et même si elles étaient soutenables, parce qu'il n'y avait pas de sang, l'enfant avait l'air de dormir, mais peut-être justement c'était d'autant plus saisissant. Très vite, il y a eu une sorte de fascination pour cette histoire, pour ce malheur. Pour ma part, j'avais une enfance et une jeunesse très protégée. J'avais jamais été confrontée à des sentiments violents d'aucune sorte. Et j'ai découvert ce que c'était que la haine, ce que c'était que la violence, ce que c'était que la méchanceté, la cruauté. Et plutôt que d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, évidemment, avec le recul, une certaine résistance, eh ben non, je me suis laissée fasciner comme tout le monde par cet amalgame de sentiments extrêmes qui nous ont emmenés très loin. Et le samedi, quand il y a l'enterrement de Grégory, toute la presse est là, évidemment. Oui, toute la presse est là parce qu'elle est accourue justement rameutée par l'idée que on entre là dans un roman déjà en cours d'écriture. Par exemple, Libération a publié, pour illustrer les premiers articles, non pas des photos, enfin ils en ont publié, mais en plus des photos des lieux ou de certains personnages, des extraits du film Le Corbeau de Clouzot.
Ça nous a beaucoup marqué. On avait beaucoup l'image de ce film à l'esprit. Mais voilà, il y a tout un imaginaire qui s'est enclenché autour de cette histoire de corbeau. Il n'y aurait pas eu le corbeau, je pense que l'attraction n'aurait pas été la même. Et puis, une certitude très vite affichée par les enquêteurs et qu'on a aussi cernée, c'est qu'il était là. C'est pas quelqu'un qui est passé, qui a commis un crime et qui est parti dans un autre département. Tout le monde était persuadé qu'en fait, tout le monde était là. persuadé. Et alors là, on est plus dans le simnon que dans autre chose. Tout le monde était persuadé que l'auteur du crime était là, qu'il côtoyait la famille, les parents de l'enfant, et qu'il narguait, même si on ne l'identifiait pas, qu'il narguait tout le monde. Ça avait quelque chose d'assez abyssal aussi comme représentation, ça. Et du coup, c'est assez terrible. Ça veut dire que lors de cet enterrement où j'imagine il y avait la douleur des parents, il y avait aussi l'excitation de se dire que peut-être le corbeau était là et peut-être qu'on arriverait à trouver le corbeau pendant l'enterrement. Oui, l'idée c'était que quelqu'un allait craquer et s'effondrer, voilà, ou que ce serait dénoncé pendant l'enterrement, ce qui était évidemment totalement illusoire. Mais il y avait cette idée, les gendarmes étaient là, nous étions là, les familles étaient là, les villageois étaient là, il y avait énormément de monde. Et malheureusement, ça a dégénéré parce que des caméramens ont voulu s'approcher très près de la tombe, de la fosse du moins, puisque la tombe n'était pas encore constituée. Et ça a provoqué un mouvement de foule totalement déplorable. La maman de Grégory s'est évanouie, elle a dû être évacuée et finalement son enfant a été mis en terre sans qu'elle puisse assister à ce moment crucial, ce qui est quand même terrible avec le recul. Voilà, et puis il y avait des journalistes qui commençaient déjà à délirer un peu, justement à propos d'elle, en disant oui, on en a vu d'autres faire du cinéma dans un cimetière. C'était très très délétère comme ambiance, très délétère. Ils disaient ça le jour de la cérémonie en fait. Est-ce que vous avez des choses que vous avez pu entendre le jour le jour de l'enterrement dans ce cimetière qui est tout petit, dans ce cimetière, oui. Il y a notamment un journaliste qui s'est distingué après par sa hargne et sa cruauté à l'égard de Christine Villemain, qui effectivement ce jour-là, à quelques mètres de la tombe, disait ça, la soupçonnait. Bon, sur quelle base, on ne sait pas trop, évidemment. Mais vous sentiez comment par rapport à ça, justement? Très mal à l'aise. J'avais jamais été dans un cimetière où les choses étaient aussi dans une ambiance aussi tendue, aussi perturbée. C'était très très déplorable. À la fois d'y assister et puis d'en être aussi, même si c'était le tout début de ma prise de conscience. Mais c'est vrai que ça fait partie des scènes dans lesquelles j'aurais préféré ne pas me trouver. Ce qui est frappant après, c'est qu'il y a eu très vite d'autres noms jetés en pâture, puisque effectivement l'enquête, elle se faisait comme ça, à ciel ouvert. Je pense aux Hollards qui très très vite ont été désignés à la vindicte populaire. Quels sont vos souvenirs justement de ces noms et un peu de ce côté lynchage? Alors, ces gens dont vous parlez sont des cousins éloignés qui ont été dénoncés auprès des gendarmes, qui sont allés les chercher, qui les ont interrogés pendant plusieurs heures, et puis c'était une piste vaine, et du coup ils les ont relâchés dans la nuit à 1h du matin de la gendarmerie. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, évidemment, à chaque fois que quelqu'un était soupçonné ou interpellé, on était convaincus toujours que voilà, ça y est, c'est bon, on a trouvé l'assassin. Donc entre-temps, la tension avait monté devant la gendarmerie, à la fois dans le public qui était là, les gens du cru, et puis nous-mêmes. Et ces pauvres gens ont été jetés dehors comme ça, sous les flashs et sous les projecteurs en pleine nuit. Ils n'arrivaient pas à retrouver leur voiture, ils trébuchaient, ils se tordaient les chevilles dans un fossé. Enfin, c'était une espèce de début de chasse à l'homme qu'on a connu malheureusement fréquemment dans cette histoire. Et un exercice d'humiliation dont les gendarmes auraient vraiment pu faire l'économie, quoi. Ils auraient pu essayer de les faire sortir discrètement et de les raccompagner chez eux discrètement plutôt que de les jeter comme ça en pâture dans la nuit. Et c'était aussi un des épisodes assez choquants de cette histoire. Quelles étaient les relations entre les journalistes et les habitants de la vallée? Puisque finalement, il y a tout d'un coup beaucoup de journalistes qui sont arrivés dans ce petit triangle finalement qui est pas si grand. Vous viviez toujours là, vous parliez comme vous l'expliquiez tout à l'heure avec toutes les protagonistes du drame. Donc
Quelles sont les relations que vous avez tissées avec Alors on a envahi les lieux, littéralement, physiquement, et on s'est signalé assez vite par une certaine... on était bruyants, on était nombreux, on roulait vite, on faisait des demi-tours intempestifs lorsqu'on croyait avoir repéré la voiture de quelqu'un qu'on voulait interviewer. On débarquait un peu à l'improviste dans toutes les maisons parce qu'il n'y avait pas à l'époque de téléphone portable. Il y avait juste une cabine à pièces qui se trouvait dans le village et donc elle n'était pas suffisante pour tout le monde. Donc on allait toujours chez les gens pour téléphoner. Assez vite, les gens se sont lassés de notre présence. Ils ont été assez outrés, surtout par le portrait assez caricatural qui a été fait de la région. C'est vrai qu'on la découvrait, cette région. On en a vu évidemment dans un premier temps que les aspects les plus délabrés, parce que c'est ceux qui correspondaient au crime. Bien évidemment, il y avait une volonté de faire une peinture à la fois sociale, géographique, qui correspondait à l'ambiance morbide de ce crime. L'inverse aurait été inimaginable. Je pense même que si cette affaire était survenue en été, elle n'aurait pas du tout connu la même ampleur. Je pense que l'aspect automnal, les brumes, toute cette atmosphère à la Signon a beaucoup contribué à enflammer les esprits. Et donc la population a vite été ulcérée, notamment il y a TF1 qui est venu comme ça d'un éclair, une équipe qui est venue un jour, qui a fait un sujet qui ramassait à peu près tous les clichés négatifs sur la région, qui effectivement était aux prises déjà avec les problèmes de fermeture d'usines, mais il n'y avait pas de lien direct évidemment, mais c'était la toile de fond qu'on a cherché à mettre en valeur. Et au bout de 3 semaines, les portes se sont toutes fermées, les gens nous ont repoussés et ils en ont gardé un traumatisme, je crois, encore très très vivace aujourd'hui. Même les autorités locales avaient protesté auprès de la haute autorité de l'audiovisuel ou contre je ne sais plus quelle autre instance pour dire ça suffit, quoi, arrêtez de caricaturer et de chercher à établir un lien entre le crime et son environnement. Ce Denis Robert avec qui vous avez travaillé, enfin en tout cas qui était sur les lieux en même temps que vous, lui il a cette expression, il dit que les journalistes étaient des rats à l'époque. C'est une expression assez dure, mais est-ce que justement dans cette chasse au scoop, vous avez eu l'impression que les journalistes, et d'ailleurs je m'inclus dans cette définition, en fait, est-ce que dans un fait divers, les journalistes sont forcément des rats ? Alors, Denis a employé cette expression bien plus tard, en 88, quand il a fait un article dans Rolling Stone, justement pour raconter un petit peu cette atmosphère de folie que nous avons connue pendant plusieurs mois. Nous avons été des rats dans ce sens où nous sommes répandus en grouillant un peu, ça c'est certain, et dans ce sens où effectivement, même si j'ai un peu de mal à m'y associer, mais je l'ai fait quand même, on est allé toujours vers le plus... non pas le plus sale, parce que c'était pas en ces termes-là, mais voilà, on allait vers le plus négatif, le plus noir, ce qui était un peu de l'ordre du déchet de la nature humaine. Donc en ce sens, oui, nous avons été des rats, mais je pense qu'on peut couvrir des faits divers de manière tout à fait digne, et notamment en ne s'y installant pas, comme nous on l'a fait, puisque progressivement on est devenu des acteurs et non pas des observateurs. Je pense qu'on peut couvrir des faits divers de manière tout à fait digne, oui. Alors dans cette histoire, il y avait un personnage clé, qui l'est toujours d'ailleurs, Muriel Boll. Lors d'une déposition très importante, elle va accuser Bernard Laroche, il va être inculpé, et donc la foule va se tourner aussi contre lui puisqu'il va être inculpé, et qu'on a l'impression que on a découvert. Ah, il est certain que le jour où les gendarmes à qui on a reproché des choses de fond qui n'étaient pas justifiées, mais on peut leur reprocher effectivement de n'avoir pas suggéré cette foule de journalistes qui étaient à leur basque. C'est vrai qu'ils n'étaient pas formés pour ça, c'est vrai que c'était pas facile parce qu'on les suivait partout et qu'on n'avait aucun mal à savoir ce qu'ils faisaient et à interpréter leurs gestes, mais le jour où ils sont allés interpeller Bernard Laroche, ils l'ont fait de manière... ils l'ont exhibé. Parce que ça faisait 3 semaines qu'ils étaient sous pression, qu'on attendait d'eux qu'ils trouvent enfin le coupable, et donc ils l'ont pas arrêté, mais ils l'ont exhibé. Ils l'ont pas laissé se changer, il était dans son usine, il portait une cotte qui était maculée de cambouis. Ils auraient pu au moins le laisser se changer, ils auraient pu le laisser se laver les mains. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont arraché de son usine en le tirant par ses poignets menottés. Et alors, évidemment, nous on était tendus comme des arcs depuis 3 semaines autour de cette histoire. Et on a tout de suite mordu, si je puis dire, à cet hameçon. Il y avait, je sais plus combien, 25 kilomètres qui les séparaient du palais de justice où il allait être présenté au juge. Et on a fait ces 25 kilomètres à toute vitesse. C'était une ambiance western quasiment. Il y avait des caméramens qui étaient assis
dans la voiture, mais avec le corps à l'extérieur, assis sur le rebord de la fenêtre qui avait été ouverte pour filmer le tout. Ça n'a aucun intérêt de filmer une voiture de flic qui va très vite, hein, aucun intérêt. Mais voilà, ça faisait partie du western local. Malheureusement, je crois que cet homme-là a été condamné ce jour-là. Il a été condamné par cette exhibition, il a été condamné par l'interprétation que nous avons faite de cette interpellation western, et ça lui laissait peu de chances de s'en sortir pour la suite. Et le public aussi ? Alors bien sûr que le public s'est surtout manifesté 3 jours après, lorsqu'il y a eu une confrontation entre Muriel Boll, justement, ce fameux personnage clé qui a traversé le temps, et cette personne qui venait d'être mise en examen, Bernard Laroche. Et là, il y a une foule qui s'est rassemblée sur la place près du palais de justice et qui aurait pu lyncher cet homme si on lui avait livré, qui était extrêmement violente, dans les mots, dans les cris. On a vu des gens prendre des enfants et les porter au-dessus de leur tête pour bien signifier l'enjeu de tout cela. Et avec des slogans réclamant le rétablissement de la peine de mort. Alors là, je dois dire que pour ma part, ça a été mon premier grand coup de frein quand j'ai vu ça. Parce que là, j'ai compris que c'est nous qui les avions fait venir, ces gens-là, et que c'est nous qui avions alimenté ces sentiments. Et c'était à l'opposé, évidemment, de l'image que je me faisais de ce métier. Je n'imaginais pas, c'est la première fois que j'avais une concrétisation de l'impact que le métier de journaliste peut avoir sur les esprits et sur les foules. Et c'était extrêmement choquant. Muriel Boll va se rétracter, et 4 mois plus tard, Bernard Laroche sera libéré. Et puis, le coup de tonnerre, la tragédie, le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemain tue Bernard Laroche. Donc c'est le choc. Et là, vous vous rappelez, j'imagine très bien de ce moment. De ce que je faisais à ce moment-là, oui, absolument. J'étais chez moi. C'était paradoxalement une période relativement calme dans cette affaire. On avait connu des semaines précédentes très très brûlantes, parce qu'entre-temps, il y avait une guerre des polices très forte dans cette histoire, et donc avant que le juge ne libère Bernard Laroche, les policiers avaient fait beaucoup de manœuvres, faut bien le dire, pour que les gendarmes soient dessaisis et pour qu'eux-mêmes soient saisis à leur place, avec évidemment les rodomontades. Eux, ils allaient trouver ce que ces connards de gendarmes n'avaient pas pu trouver. Donc on avait eu des semaines très 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 brûlantes avec ça, qui n'avaient abouti à rien. Chaque jour, ils nous promettaient la vérité, chaque jour, ils nous promettaient la solution de l'énigme, et puis finalement, il se passait rien. Du coup, à un moment donné, tout le monde est rentré chez soi, parce qu'il y avait quand même des périodes d'accalmie, heureusement. Et donc, j'étais chez moi, j'étais en train de boire un thé, et il était 14h, et j'écoutais les infos, et j'écoutais France Inter, et j'entends les premières phrases du flash qui disent, la première phrase qui dit « Dans les Vosges, un homme armé est là ». Et là, je comprends. J'ai pas besoin d'une troisième phrase, je comprends. Je dis, ça y est. C'est tellement prévisible. Mais tellement prévisible. On l'a vu, mais de jour en jour, on l'a vu tomber. On a vu comment il perd des pieds. On a vu qui lui a fait perdre pied, qui l'a poussé dans le gouffre. C'était l'événement le plus prévisible de cette histoire, c'était la mort de Bernard Laroche. C'est la mort de Bernard Laroche. Ouais. Parce que ça a été l'objet d'une décomposition méthodique dans laquelle sont responsables les avocats, les journalistes, le juge, le parquet, enfin tout le monde. Tout le monde était responsable. Tout le monde était responsable. Il y avait un magistrat à l'époque qui était très connu, qui est décédé depuis, qui s'appelait Casamayor, enfin c'était son nom de plume, son vrai nom c'était Serge Feuster, qui était très estimé et qui avait dit le lendemain ou le jour même, je ne sais plus, dans cette histoire, tout le monde doit avoir la tête basse car tout le monde a fait le contraire de ce qu'il devait faire, ou autre chose que ce qu'il devait faire. Et c'était exactement ça. Donc quand même, moi j'étais jeune, mais j'étais quand même pas totalement idiote, et je voyais bien ce qui se passait sous nos yeux. Et je voyais bien aussi comment nous, on jouait avec la douleur des gens. Parce que d'une certaine manière, on jouait avec la douleur des gens. C'est-à-dire, on allait les interroger, par exemple, les parents de Grégory. Pour être sûr d'avoir une interview, on chargeait un peu la barque en face, quoi. Oui, oui, Laroche, c'est pas clair. Oui, on a vu le PV machin. Oui, puis Muriel, il paraît qu'elle a pas dit tout à fait la vérité. On n'en savait strictement rien, pour être franc. On avait vu des bouts de PV, on avait vu quelques échos, des bribes de choses dites par des avocats ou par d'autres, ou par le juge Lambert lui-même, qui était très bavard. Mais au fond, on n'en savait strictement rien.
Et ça nous a pas empêché de manipuler ça comme des allumettes devant une bouche de gaz, quoi, très clairement. Alors, pour ma part, je me mets pas dans ceux qui ont le plus de responsabilités. Il y en a qui ont eu des actes beaucoup plus violents et beaucoup plus directs et beaucoup plus forts que ça. Mais clairement, voilà, moi, en une phrase, j'avais compris. J'ai bondi sur mes pieds, j'ai hurlé, et puis j'ai pris ma voiture, j'ai roulé comme une folle jusque là-bas. Et puis, à part constater, il y avait plus grand-chose à faire, quoi. Et cette affaire s'est arrêtée ce jour-là. Vous pouvez considérer que le 29 mars 1985, l'affaire Grégory était terminée. Ça a été l'effondrement total. Tout le reste, ensuite, n'a été, en tout cas pour ce qui est de la partie d'Épinal, qu'une espèce de, de sauve-qui-peut général où chacun a essayé d'oublier la part de responsabilité qu'il avait dans ce crime. Qu'il a eu par rapport à la mort de Bernard Absolument. Laroche. Et ça s'est passé comment, l'enterrement de Bernard Laroche? Parce que c'était à nouveau le cirque médiatique, à nouveau toute la presse dans le cimetière. Encore plus de presse, encore plus de presse, évidemment, parce que là, c'était le crime dans le crime, et je ne connais pas d'autres événements qui en aient généré un autre de cette nature dans l'histoire du XXe siècle du fait divers. Donc c'était le crime dans le crime. Oui, là, il y a une espèce d'explosion de fascination à nouveau. Alors, ça s'est passé dans un petit cimetière qui se trouve au-dessus d'Aumonzey, la ville où habitait Bernard Laroche et sa famille. Et il y avait un service d'ordre organisé par le syndicat auquel il appartenait, qui était la CGT, qui avait pour charge d'interdire les journalistes d'entrer, en tout cas les photographes et les caméramens, d'interdire d'entrer dans le cimetière. Donc ils se sont tous postés sur le muret qui encadrait. Alors c'est une photo assez saisissante qu'on a déjà vue plein de fois, où ce muret de cimetière est entièrement occupé. Il n'y a pas un espace de libre par caméra, photo, journaliste. Alors des gens comme moi qui pouvaient se permettre de s'introduire parce qu'il n'y a pas d'appareil visible, on l'a fait avec respect dans la mesure du possible. Mais et puis à un moment donné, il y a un photographe qui a rompu le pacte, parce que le pacte, c'était pas de photographe dans le jeu. Il y en a un qui a rompu le pacte, qui a sauté du muret, qui a couru vers la tombe, en tout cas la fosse. Il a été repoussé violemment par un coup de boule donné par un directeur de l'usine de Bernard Laroche. Il est tombé, il s'est fait mal sur une croix. Vous imaginez un peu l'ambiance. Et la maman de Marie-Ange et Muriel Boll s'est évanouie. Et là, il y a vraiment eu quelques minutes, quelques secondes où on pouvait s'imaginer que tout allait dégénérer, que tous les autres photographes allaient sauter, ou les caméramens. Bon, heureusement, il y a quand même eu in extremis un mouvement de retenue qui fait que ça a pu se terminer sereinement. Quand vous dites tout le monde a joué avec la douleur des parents à des degrés différents, c'est vrai que vous racontez dans votre livre, par exemple, que autour de la tombe de Grégory, il s'est passé pas mal de choses. Il y avait des photos avec des jouets. Ah oui, j'ai oublié ça. Ben oui. Et oui, parce que dès lors que l'affaire était enclenchée, chacun voulait sa part. Alors il y avait ceux qui avaient, il y avait certains qui arrivaient très bien, qui arrivaient à avoir des photos, d'autres qui arrivaient à avoir des interviews, puis d'autres qui arrivaient plus tard ou qui étaient moins doués, qui s'en sortaient moins bien. Et parmi ceux-là, il y avait 2 reporters du Parisien libéré, comme on l'appelait à l'époque, qui avaient eu la riche idée comme on arrivait près de Noël, donc ça faisait 2 mois après la mort de Grégory, qui s'était dit comment est-ce qu'on pourrait illustrer Grégory et Noël, parce que il fallait illustrer le feuilleton, qui se vendait très bien. Et donc, ils ont eu cette bonne idée de fabriquer 3 faux colis paquets cadeaux et d'acheter quand même un petit tracteur coloré. Et ils ont posé ces jouets sur la tombe. Et comme ils savaient que tous les jours, les parents de Grégory venaient à 16h pour se recueillir, le jour J, lorsque les parents se sont présentés, ils ont vu ça, ils se sont demandé ce que c'était, mais évidemment, ils n'avaient pas la réponse. Et le photographe les a pris d'un peu loin. Et le lendemain, la photo disait... que les parents fous de douleur avaient déposé sur la tombe les jouets qu'ils avaient déjà achetés pour leur enfant.
Bon, il y a eu ça. Il y a eu un autre journaliste qui, en panne de photo, tout simplement dévissé la plaque de résine qui comportait la photo de l'enfant sur la tombe. Vous n'êtes jamais si bien servi que par soi-même et qu'à demeure. Donc imaginez ce que ça fait dans la tête des parents, tout ça, parce que ce sont 2 exemples, mais il y en a bien d'autres. Alors cette photo de la tombe leur a été rendue en échange d'une interview. Ah oui, donc tout se monnayait. Tout se monnayait. Il y a eu énormément de scènes comme ça qui ont conduit, notamment Jean-Marie Villemain, à perdre la tête. Et il a dit plus tard au procès, j'avais du chagrin dans le sang comme d'autres ont de l'alcool, mais ce chagrin, il a tellement été alimenté. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que je dois dire que n'importe lequel d'entre nous aurait vécu ce que ces gens ont vécu, aurait sans doute fait la même chose. Ça, c'est clair. Mais pour ma part, j'aimerais que si un jour je devais être dans ces situations, la société me pose des garde-fous qui m'empêchent d'aller jusqu'au bout de mon désir de vengeance ou de l'explosion de ma douleur. Et ces gens-là n'ont pas trouvé sur leur chemin aucun garde-fou, aucun. La justice n'a pas su tenir sa place, la société n'a pas su être digne, l'opinion publique s'est retournée contre eux. Pourquoi ? Parce qu'on les considérait un peu comme les complices de ces journalistes qui avaient tant sali la région. L'Église n'a pas su se manifester, elle aurait pu aussi se manifester. Il y a eu un vague communiqué du diocèse, je sais pas quand, à un moment donné où c'était trop tard. Voilà, donc pas de garde-fou. Alors n'importe quel être humain va au bout de sa douleur dans ces cas-là. Et finalement, comment on en arrive à fabriquer une autre coupable idéale avec donc Christine Villemain ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la mécanique folle qui s'embraye et qui fait qu'on va fabriquer cette... Alors cette mécanique, elle s'est enclenchée avant. Bien sûr, elle s'est enclenchée avant. Alors évidemment, il y a beaucoup de paramètres, de fond et de forme. Ce serait difficile de tous les lister. Globalement, l'idée de départ, sûrement exacte, c'est qu'une femme était aussi impliquée dans le crime. Et donc, effectivement, les gendarmes, dans les 3 semaines où ils ont travaillé, parce qu'ils n'ont pas enquêté, ils ont enquêté 1 mois à peu près, mais pas plus. Après, le juge Lambert les a freinés, leur a demandé de ne plus rien faire. Cherchaient une femme. Ça, c'était un premier axe. Un second axe est que, dans ce dossier, il y avait des témoignages de 3 jeunes femmes qui étaient des ouvrières de l'usine de Christine Villemain, qui disaient l'avoir vu poster une lettre le soir du crime, là où effectivement la lettre a été postée de revendication du crime. Donc elle avait été amenée à s'expliquer. Elle avait expliqué qu'elle avait posté une lettre la veille. Et de fait, les jeunes filles la décrivaient comme elles étaient habillées la veille, non pas comme elles étaient habillées le jour même. Mais ça avait suffi à mettre, et d'ailleurs on avait retrouvé la lettre qui avait été postée la veille, c'était un chèque de commande de vêtements pour Grégory. Et donc, la conjonction de cette recherche d'une femme et la possibilité que ça puisse être elle, a déjà donné prise à des gens qui, faisaient en sorte que on s'éloigne du premier suspect. Donc ça a commencé comme ça, il y a eu cette rumeur. Après, les avocats de Bernard Laroche ont joué un jeu très délétère, dans ce sens où ils ont eux-mêmes alimenté la rumeur sur le thème « c'est sûrement un accident camouflé en crime ». Donc l'accident était imputable à la mère. Bon, il y a eu des vérifications, elles sont toutes allées dans le sens de Christine Villemain, à tel point que le juge lui a dit « écoutez, voilà madame, c'est bon, il y a plus rien autour de vous, tout est clair ». Il lui a dit exactement le 24 décembre 1984. Mais ensuite, il y a eu une expertise en écriture, voilà. La première d'une longue liste, enfin la seconde d'ailleurs, mais bon, la première désignait quelqu'un d'autre. Et à partir de ces quelques éléments qui auraient dû faire l'objet de vérifications beaucoup plus précoces et beaucoup plus solides, l'idée que la mère puisse être impliquée d'une manière ou d'une autre, comme complice ou comme auteur, a commencé à émerger. Vous parliez des avocats d'ailleurs. C'était quoi le jeu entre les différents avocats? Parce que certes, il y avait l'affaire, mais j'ai l'impression qu'il y a eu aussi d'autres enjeux qui venaient se surajouter à l'affaire et qui compliquaient en fait la lecture de la partition des uns et des autres. Alors, ce qui est venu se surajouter, mais qui était plutôt préexistant, c'est le contexte politique et social. Il faut bien se souvenir qu'on est en 84, on est quand même dans une période où droite-gauche, ça veut dire vraiment quelque chose, c'est quelque chose de ce sont des blocs très bien déterminés, qui ne sont pas du tout aussi mouvants qu'ils ont pu l'être depuis 20 ans.
et le hasard, parce que c'est vraiment le hasard. Le hasard veut que les parents de Grégory, partie civile, se voient indiquer un avocat dont ils ne savaient rien, mais qu'ils ont accepté parce que de toute façon ils savaient même pas ce que c'était qu'un avocat, qui était marqué à droite. Et Bernard Laroche, lorsqu'il a été interpellé, a lu, lui, 2 avocats, l'un de la CGT et l'autre du Parti socialiste. Et ça a fait un antagonisme extrêmement violent entre ces 2 partis, qui n'avaient rien à voir, qui n'avaient pas lieu d'être, mais qui, pour nous journalistes, a beaucoup compté. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup déterminé au départ en fonction de la qualité politique des uns et des autres. Ce qui, vous l'avouerez, est quand même un peu ridicule. Mais ça a pris une ampleur qui a tout cristallisé. Tout cristallisé. Les Laroche et les Villemain auraient eu 2 avocats d'Épinal, des copains d'enfance ou des copains de barreau. Il n'y aurait pas eu d'affaire. Ah oui. Ah ouais. Ah, c'est certain. Carrément. Ah oui, non, alors là, 100%. À 100%. Les avocats des 2 partis n'ont eu de cesse, et je dois dire plus ceux de gauche que celui de droite, je dois le reconnaître, même si au départ j'étais loin de suivre cette ligne-là. Mais oui, on fait de cette histoire un enjeu politique énorme. Énorme. Et franchement, oui, il y aurait eu 2 copains de banc, de fac qui auraient pris le dossier. L'affaire n'aurait jamais pris cette ampleur. N'aurait jamais pris cette ampleur. Jamais. Plus le fait que chez les journalistes aussi, il y avait des camps qui suivaient plus ou moins... Alors, les journalistes, dans un premier temps, effectivement, ont été... il y a eu une manœuvre très habile, d'ailleurs, des avocats à diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'ils savaient distiller les confidences... voilà, on vous donne l'interview, mais pas à vous. Et pourquoi pas à moi? Bah parce que voilà, vous êtes pas dans le bon camp politique, ou parce que vous êtes en concurrence avec machin et que machin veut l'exclusivité. Donc déjà pas très sain comme façon de voir. Et les camps dont on a souvent parlé et que j'ai moi-même décrit dans mon livre sont surtout postérieurs à l'assassinat de Bernard Laroche et tiennent surtout à la responsabilité que nous avions les uns les autres dans ce crime. Il faut vraiment comprendre que ça, c'est un événement fondateur et fondamental dans cette histoire. Tout le monde traîne en fait cette culpabilité. Voilà. Et plus la culpabilité est grande, plus on va tenter de la reporter sur Christine Villemain, qui est donc à un moment donné, Laroche est mort, son mari à elle est en prison, donc il reste plus qu'elle en quelque sorte sur l'échiquier. Donc c'est elle qui va servir de bouc émissaire, c'est-à-dire que c'est elle qui va servir de paratonnerre à la fois la responsabilité collective, parce qu'il faut bien dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'aucun des garde-fous normaux n'a fonctionné. A fonctionné. Donc il y a une responsabilité collective et il y a une responsabilité individuelle de chacun qui, en sa conscience, sait très bien ce qu'il a fait ou pas fait. Et plus les gens se sont impliqués de manière délétère dans ce qui a conduit à l'assassinat de Bernard Laroche, plus ensuite ils vont tenter de reporter cette culpabilité sur la mère de Grégory. Et c'est ce qui va permettre de fabriquer son personnage de coupable, parce que ceux-là sont plus nombreux que les autres, ils sont plus forts, et ils font plus de bruit. Ils font plus de bruit parce qu'ils sont mieux organisés, parce qu'ils ont... Alors ils font plus de bruit parce qu'il y a au sein de ce camp-là, il y a un couple qui s'est singularisé par une position très particulière, qui était un couple de journalistes qui, à eux deux, cumulaient les correspondances de 8 médias nationaux, ce qui est énorme, sous des noms différents. Vous lisiez Le Matin, vous lisiez Le Figaro, vous lisiez François, vous lisiez Le Quotidien de Paris, vous lisiez Le Journal du Dimanche, si on était un dimanche, vous lisiez quelques dépêches de leurs 2 agences de presse, et puis un autre que j'ai encore oublié. Vous aviez 8 noms différents, vous ne pouviez pas imaginer, nous on le savait, mais en tout cas le public ne pouvait pas imaginer que c'était les mêmes personnes qui à chaque fois écrivaient. Donc ça, c'était un système pyramidal qui a beaucoup alimenté les autres et qui a dominé les autres et qui a donné cela tragique à cette histoire. Et la France entière, de toute façon, s'interroge sur la mère. Elle devient un personnage. Oui, elle devient un personnage de fantasme. C'est sûr qu'elle cristallise... On lui reproche surtout, évidemment, personne ne peut lui reprocher d'avoir tué son enfant, parce que personne ne sait évidemment si elle a tué son enfant, mais on lui reproche surtout une chose, on lui reproche d'avoir été enceinte 6 mois après le décès de son fils. Ça, c'est quelque chose... alors ça, c'est pas passé du tout. C'est vraiment ce que les gens lui reprochaient. Même moi, dans une interview dont j'ai absolument honte aujourd'hui, mais bon, il faut bien que je l'assume, j'ai eu une phrase en lui disant « Est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour se réjouir ?» Franchement. Donc en fait, on lui reprochait de continuer à vivre. Voilà. On lui reprochait de continuer à vivre et d'avoir la tête haute. Là où on aurait voulu qu'elle ait la tête basse. On lui reprochait aussi une autre chose qui fait partie des charges qui ont pesé contre elle.
Elle a voulu défendre son mari, bien sûr, dès que celui-ci, malheureusement, a tué son cousin. Et donc, elle a pu donner au début quelques interviews où elle se battait avec une espèce de rage, évidemment, mal contenue. Et elle disait, de toute façon, c'est la roche, voilà. Et elle accusait un mort. Et alors ça, la paix des morts, c'est inviolable. Et le fait qu'elle ait osé dénoncer dès le lendemain du décès de cet individu, de ce personnage, le présenter comme un assassin, elle avait outrepassé pour la deuxième fois en l'espace de quelques semaines la décence acceptable. Il y a aussi une guerre des images, parce que donc il y a des articles, beaucoup de mots, mais il y a aussi beaucoup de photos qui sont prises, parfois qui sont achetées, monnayées. Donc il y a l'argent aussi qui rentre en scène dans toute cette histoire. Alors l'argent va rentrer en scène un an après le crime, même s'il y a déjà eu auparavant diverses choses qui ont été monnayées, mais de manière systématique. C'est Paris Match qui va emmener la danse, dans ce sens où Paris Match a trouvé dans cette histoire un feuilleton intarissable, avait d'ailleurs délégué 2 reporters qui alternaient une semaine sur l'autre la piste de l'un, la piste de l'autre, qui ramassaient beaucoup de photos et parfois beaucoup d'infos aussi, et donc qui avait tiré vendu à plus d'1 million d'exemplaires le numéro qui présentait Bernard Laroche sur son lit de mort. Donc voilà, Paris Match a alimenté le feuilleton, et donc pour alimenter un feuilleton, il faut de la matière, et il ne suffit pas d'avoir accès aux procès-verbaux par les avocats, il faut aussi des photos. Des photos, des images, voilà, d'où cette guerre des images. Et comme il y avait eu en juin 85 un papier extrêmement violent dans Paris Match contre Christine Villemain, qui était un papier totalement romancé, assez surprenant quand même sous la plume de quelqu'un qui était prix Albert Londres. Voilà, l'avocat a dit cette fois ça suffit, je fais un procès. Et le journal a dit non, vous ne faites pas un procès, mais on vous donne de l'argent, vous nous donnez des photos, on fait ce qu'on appelle une transaction, ce qui est tout à fait légal, ça n'a rien d'illégal. Et voilà, et comme les avocats des 2 parties travaillaient gratuitement depuis des mois, évidemment ça a été pour eux une source de revenus qu'ils n'ont pas négligée, qu'ils ont même beaucoup apprécié à un moment donné. Sauf que dans l'opinion publique, pour l'opinion publique, c'était les principaux intéressés qui touchaient cet argent. Ouais. Et du coup, pour son image, ça doit être terrible, cette idée qu'elle monnayait sa souffrance, parce qu'il y avait cet argent. Alors non seulement elle monnayait sa souffrance, mais elle avait vendu aussi les photos de la naissance de son 2e enfant. Donc le raisonnement était simple. Elle vend le second, c'est une salope, donc elle a tué le premier. C'était quand même très primaire à l'époque. Je ne sais pas si ce serait beaucoup plus fin aujourd'hui, mais en tout cas c'était comme ça à l'époque. En tout cas, l'opinion publique avait envie de la détester. Il y a un journal je sais plus lequel, un journal anglais qui a écrit en 86, après des mois et des mois de harcèlement et de bras de fer entre elle et la presse et la justice, qu'elle était la femme la plus haïe de France. C'est quand même le genre de Légion d'honneur dont on se passerait bien. Mais je pense que ce qui m'a frappé quand j'ai étudié tout ça avec des années de recul, ce couple, parce qu'ils sont indissociables tous les deux, ils ont jamais été, même s'ils ont été séparés physiquement, ils ont jamais été séparés d'aucune manière. Je pense que ce couple... C'est très, très soudé. Très soudé, oui, ils n'ont jamais flanché. Je pense que ce couple a suscité dans l'opinion publique la même jalousie que celle qu'il suscitait à l'intérieur du cocon familial. Parce que j'ai retrouvé dans les articles, souvent fielleux ou très, très vulgaires même parfois, exactement les mêmes mots ou la même haine jalouse, hargne qui suintait des lettres anonymes du corbeau. Ils surnageaient, mais dans leurs efforts désespérés pour surnager, on voyait, ça crevait les yeux et on le savait de tous côtés, que l'amour, il y avait plus que l'amour qui leur restait. Et je pense sincèrement que la société a nourri, au travers de ce qu'on lui a donné à dévorer, ça c'est clair, mais une espèce de désir mimétique comme ça, comme le décrit très bien René Girard dans le bouc émissaire, dans sa théorie du bouc émissaire, une espèce de jalousie collective à l'égard de ce que dégageait ce couple, qui avait quelque chose de lumineux, y compris dans le plus noir. Et par rapport à cette figure de la mère qui fait quand même tellement fantasmer, Marguerite Duras va venir dans la région avec Denis Robert de Libération. Elle se passionne pour ce fait divers. Qu'est-ce qui s'est passé autour de la cristallisation de cette figure-là? La figure de la mère? La figure de la mère, ouais.
Et d'ailleurs, est-ce que le texte de Marguerite Duras a eu une influence sur la façon dont on percevait cette affaire et dont on a perçu Alors, le texte de Duras a eu beaucoup d'impact dans l'intelligentsia, c'est sûr. Il a déclenché d'ailleurs, très curieusement, beaucoup de réactions de femmes, philosophes, écrivains, cinéastes, acteurs, actrices. Et curieusement, tout le monde est tombé à roue sur Marguerite Duras, mais personne n'a défendu la figure qui était quand même au centre de son papier, qui était celui de Christine Villemin, qui est donc celui de la mère. J'ai trouvé que les femmes dans cette histoire étaient les plus violentes. J'ai vu des hommes cracher leur haine à l'égard d'une femme qu'ils n'avaient évidemment jamais rencontrée, parce que très peu de gens la connaissent. Et j'ai trouvé que les femmes étaient extrêmement violentes, et ça mériterait d'être approfondi comme analyse. Je l'ai pas fait, parce que c'était pas l'objet de mon étude, mais j'ai été quand même assez frappée par... je pense que c'est la jalousie. Vraiment, je vois pas d'autres mobiles et d'autres motifs que la jalousie. Bref, faut dire aussi qu'ils avaient un enfant magnifique, et que cet enfant lui-même, je fais un aparté par rapport à Duras, mais je vais y revenir, cet enfant lui-même avait tous les atours et tous les attraits de la beauté, de la santé, de l'avenir plein et radieux. Et il y avait eu une très belle photo qui avait été réalisée de lui par un photographe professionnel pour ses 4 ans, c'est-à-dire quelques mois avant son décès, qui servait de poster dans sa chambre, que Paris Match avait récupéré, qui s'en est beaucoup servi ensuite, et qui est devenu une espèce de logo de cette histoire que beaucoup de gens ont forcément en mémoire, voilà. Je pense que la beauté de l'enfant y est pour beaucoup, et qu'il y a une jalousie, voilà. À l'époque, en tout cas, il y avait une jalousie très claire à l'égard de sa mère. Bref, et du couple qu'elle formait avec son mari. Duras, elle a lu toute la presse depuis des mois, et notamment la presse de faits divers, qui est complètement emmenée par le duo dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui tape tous les jours, il tape, sans jamais l'avoir vu non plus. Et donc elle arrive avec cette conviction, mais elle vient, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, elle vient pour la défendre. Vous dites de quelqu'un qui est sublime, c'est que vous lui donnez quand même une valeur supérieure. Ce qui, moi, m'a le plus frappé dans ce papier, qui est assez abscon aussi, qui est pas toujours très compréhensible, c'est qu'en fait, elle la glorifie. Pourquoi ? Elle dit, ok, elle a tué son enfant, tout le monde sait qu'elle n'avait pas de raison de le faire, parce que bon, il y a absolument rien, évidemment, qui pouvait étayer le moindre début de commencement de mobile. Mais elle est formidable et elle est sublime parce que justement, elle l'a fait sans raison. C'est-à-dire qu'elle a coupé le lien naturel qui nous relie, nous les femmes qui sont traitées comme des chiens, aux hommes qui nous traitent comme des chiens. Donc oui, moi c'est une période où j'étais très très mal à l'aise et j'aurais bien aimé partir, mais j'étais trop jeune, j'avais pas encore assez mûri, j'avais pas encore de conscience et je l'ai pas fait. Et peut-être que c'est bien que je l'ai pas fait, parce que j'ai pu faire plus après. Mais nous étions quand même un petit groupe, j'étais pas la seule, nous étions justement ce fameux petit camp. C'était pas une histoire de fond, pour, contre, coupable, pas coupable. Franchement, je dirais qu'on s'en foutait de ça. La question, c'était comment on traite les gens. C'est ça le plus grave. Pourquoi on s'autorise à traiter ces gens-là comme on les traite? Et quel a été le rôle du juge Lambert, en fait, dans toute cette période-là où il est soumis à une pression assez forte. En même temps, il est aussi, j'imagine, un peu fasciné par tout ça, ou alors embarqué. Oui. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Le juge Lambert est un jeune homme à l'époque, comme nous tous, sympathique, c'est pas la question, mais isolé. Il est très seul. Il est seul parce qu'il est seul en poste dans un tribunal, voilà. Donc c'est quand même pas évident. Parce que ça, s'il y a une leçon à retenir, c'est qu'il faut jamais instruire seul. Il faut toujours instruire en collégialité. J'espère que ça se fait de plus en plus. Il est seul et il est soumis à tout un groupe d'influences. Alors, il a les influences des avocats de Bernard Laroche, qui est, d'une part, sont des copains à lui, la petite ville, tout le monde se connaît, donc c'est facile de traverser la rue et puis de venir tailler le bout de gras, évidemment toujours dans le même sens. Il est sous l'influence aussi des journalistes, évidemment, qui eux le flattent beaucoup pour avoir des informations, dont j'étais. On l'avait invité à dîner un soir, il était absolument ravi. On n'avait pas réussi à lui soutirer une seule info, mais enfin bon, au moins comme ça, on avait pu faire connaissance un peu avec lui dans la perspective du futur. Donc il était, honnêtement, il avait une place vraiment pas enviable. Bon, tout ça, on peut le comprendre. Là où c'est pas pardonnable, c'est qu'il maîtrisait pas du tout la procédure. Pas du tout. Et si elle a dérivé comme elle a dérivé, c'est en grande partie de sa faute. Paix à son âme. Je suis bien d'accord que son suicide a été un drame, mais clairement, il n'a pas du tout tenu son dossier.
Il a fait d'énormes erreurs de procédure, énormes, inconcevables pour même un juge débutant. Et donc, il a pourri son propre dossier. Le jour où il a libéré Bernard Laroche, il avait même plus tellement le choix parce que de toute façon, il y avait des pièces de forme qui étaient viciées par ses propres erreurs. Et surtout, il n'aurait pas dû conserver la maîtrise des dossiers après la mort de Bernard Laroche. Non seulement il s'est retrouvé à continuer dans le dossier Grégory, où il avait quand même failli de manière répétée, mais en plus il se retrouvait avec l'instruction de Laroche. D'ailleurs, quand il a inculpé Jean-Marie Villemain, il lui a dit « c'est la première fois que j'inculpe quelqu'un avec autant de regrets ». Bah oui, tu parles. Il savait très bien quelle était sa part de responsabilité de l'autre côté de la table. Donc ça, c'était vraiment compliqué. Et de ce point de vue-là, sa hiérarchie, tant à Épinal qu'au niveau de la cour d'appel, la chambre de l'instruction qui est censée épauler les jeunes juges, elle a vraiment pas joué son rôle. Mais parce que tout le monde avait peur de la presse. Tout le monde avait peur de la presse à l'époque. Bienvenue dans Au cœur du crime, une série proposée par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au centre d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment leur existence a soudain basculé. L'affaire Grégory, 2e épisode, Dohanbuy reçoit l'ancienne journaliste Laurence Lacour. En 1987, la Cour de cassation casse l'arrêt de renvoi de Christine Villemain aux assises et dépayse le dossier. C'est le juge Simon à Dijon qui va reprendre l'affaire. Ce qui va changer totalement la façon dont le cas Christine Villemain va être traité. C'est sûr que dès que la cassation a été ordonnée, on a changé d'époque, on a changé de lieu, on a changé de géographie, on a changé d'acteur, et tout a radicalement changé. Et il était temps, parce que franchement, on était tous épuisés. Et quand je dis on, voilà, c'est les journalistes, les protagonistes, les avocats. Je crois que on était tous allés au bout de nos faiblesses et de nos médiocrités, et que tout le monde en avait conscience à un moment donné. Et donc ça a été quand même une plage de salut que l'idée de dépayser ce dossier, comme on dit, et de le renvoyer devant une cour qui n'était pas du tout concernée. Et ce faisant, ils ont désigné leur président, qui était donc le magistrat Maurice Simon, qui a été un ancien juge d'instruction qui avait été connu pour démêler des affaires déjà très délicates et à qui ce dossier a été confié. Et à partir de là, il y a une période de sérénité qui s'est installée. Les témoins ont reçu l'ordre impératif de se taire, les avocats également. Voilà, donc le juge leur a dit « moi je vais travailler » et communication limitée au strict minimum de la part des avocats. Les journalistes reviennent quand même sur place parce qu'il va y avoir des reconstitutions à l'hôtel. Alors ils reviennent sur place, donc ils reviennent, mais ils lâchent prise quand même. Parce que par exemple, la première audition de Christine Villemain qui intervient en juillet 87, à Épinal, ça aurait été forcément une course-poursuite, il y aurait eu des cris, des sifflets, des bagnoles qui arrivent en trombe. Bah, c'était une ambiance, mais incroyable à chaque fois. Je refais juste un petit retour en arrière. Je me souviens d'une fois où alors elle était enceinte de 7-8 mois, donc c'était assez... ça se voyait, quoi. Elle était vraiment... le tribunal était fermé de toutes parts, pour se protéger justement des journalistes pour qu'ils n'y rentrent pas, sauf qu'elle, elle devait y rentrer, la porte était fermée, c'était une porte en verre, la foule poussait derrière, elle était écrasée contre la porte en verre avec son ventre qui était... c'est quand même des scènes qu'on n'oublie pas comme ça, hein. Là, elle arrive dans les petites rues qui entourent le palais de justice de Dijon, il y a personne. Et elle-même, elle comprend pas, elle en revient pas, quoi. Elle a tellement été habituée à être maltraitée, c'est pas qu'elle le regrette, mais elle est saisie, quoi. Elle se dit c'est bizarre, quoi. Elle n'a connu que ça, et voilà. Et donc les journalistes ont raté ces premières auditions, ce qui était inconcevable un an plus tôt. Donc non, il y a eu quand même une période d'accalmie. Alors c'est sûr qu'à l'automne, le magistrat a ordonné des reconstitutions, je dirais grandeur nature, c'est-à-dire par les mêmes conditions climatiques, les mêmes conditions d'éclairage, les déplacements sur les lieux, entre les différents points cruciaux. Et vous y étiez? Alors là, moi j'y étais, d'ailleurs ça doit être c'était l'avant-dernier reportage que j'ai fait sur cette affaire. Là, évidemment, les journalistes, on est tous revenus parce que
personne ne pouvait nous empêcher d'assister à quelque chose qui se passait en plein air. Et donc c'est vrai que ces reconstitutions étaient saisissantes. Bon, il y a évidemment une scène qui pour ma part m'a bouleversée, mais j'ai pas été la seule. Lorsque on a jeté un mannequin de la taille de Grégory, habillé comme Grégory et ficelé par des cordelettes comme Grégory, qu'il a été jeté dans la rivière par un gendarme, de façon à tenter de calculer la trajectoire qu'il avait suivie sur la rivière pour tenter de déterminer le lieu d'où il avait été jeté. Là, on réalise, il y a bien quelqu'un qui, avec ses bras, a finalement jeté ce corps dans une rivière. Et je crois que dans cette reconstitution, il y avait de la part du magistrat instructeur une volonté justement de frapper l'opinion publique, parce s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a plein de gens qui savent et qui parlent pas. C'était aussi une façon de leur dire voilà ce que vous cachez. Et en décembre 1987, Jean-Marie Villemain est libéré. Et pour vous, c'est la dernière fois, je crois, que vous allez traiter de l'affaire pour Europe 1. Le dernier reportage, c'est donc la libération de Jean-Marie Villemain, qui intervient le 24 décembre 1987, au bout de 2 ans et demi d'emprisonnement. Moi, il y a 2 choses qui m'ont frappé ce soir-là, c'est de l'avoir entrevu Jean-Marie Villemain dans la voiture de ses avocats qui quittaient la prison de Saverne. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est son visage extrêmement maigre, extrêmement émacié. Voilà, donc j'ai cette image-là dans les flashs bleutés dans la nuit du 24 décembre au 25, qui est sorti vers 21h, je crois. Et il est sorti juste avant Noël, du coup. Enfin, le soir de Noël, le soir de Noël. Oui, ce qui était évidemment aussi très symbolique quand même. Et puis après, donc je suis allée dans un resto, une Weinstube de Saverne avec mes bons copains. Et puis là, on avait l'arrêt, c'est-à-dire le document justifiant par écrit les raisons pour lesquelles il avait été remis en liberté, que nous avaient remis les avocats. Et dans cet arrêt, on a compris que Christine Villemain était en voie d'être innocentée, sinon son innocence établie. Et là, moi, je dois vous dire que ça a été un grand choc parce que on s'était habitué à la version contraire. Et je dois dire que c'était plus confortable d'y croire que de ne pas y croire. Parce que de ne pas y croire, ça demandait une résistance intellectuelle, ça demandait une conscience aussi de ce que cette femme pouvait endurer, et c'était quand même pas du tout confortable mentalement. Et donc, comme les autres, je m'étais laissé gagner par cette espèce de confort de lâcheté. Si c'est elle, mais sans hargne, sans rage, une espèce d'impuissance comme ça à considérer, mais ça n'enlevait rien à la sympathie que je lui portais. Je la trouvais extrêmement sympathique, le peu que je l'avais rencontrée. Est-ce que vous l'aviez déjà interviewée? Oui, je l'avais interviewée, bien sûr. Je l'avais vue à plusieurs reprises, même si je la voyais moins parce qu'elle était tellement harcelée qu'elle était retranchée. Voilà. Mais donc là, il y avait noir sur blanc, ça faisait voler en éclats cette espèce de confort de lâche qui nous avait habité pendant les 2 années précédentes. C'est ce soir-là que s'amorce pour moi une prise de conscience. Parce qu'après, très vite, vous devez partir sur le Paris-Dakar. 5 jours après. 5 jours après, vous partez. Oui, le Dakar, c'est le premier. On est le 25. Et donc, je pars sur le Dakar le 1er janvier au matin. Et là, je pense que sans le Dakar, je n'aurais pas franchi le pas. C'est vraiment le Dakar qui aura cassé la corde qui était déjà largement cisaillée. Qu'est-ce qui s'est passé au Dakar, en fait? Parce qu'en fait, ça a été le Dakar le plus meurtrier de toute l'histoire. Il y a eu 8 morts en 20 jours. Pilotes, copilotes et autochtones. 8 morts en 20 jours, c'est énorme. Et dans les 8 morts, il y en a un dont j'ai été témoin. J'étais dans un village du Mali avec mon pilote, puisque je faisais bien sûr ça en voiture. Et nous avions crevé. Donc mon pilote était en train de réparer la crevaison. Et moi, je regardais la course qui passait. Et à un moment donné, la course passait très très vite, genre 160 km, 170 km/h dans les villages. Et à un moment donné, un pilote a heurté une petite fille d'une dizaine d'années, devant moi, là, juste à quelques mètres. Et donc la petite a valsé dans les airs et elle est retombée désarticulée, elle était morte. Et le pilote ne s'est pas arrêté. Et donc il s'est arrêté un peu plus loin, il a fait demi-tour, il a vu qu'il y avait 2 blancs dans du rallye, nos voitures nous signalaient de loin évidemment. Il nous a fait signe genre démerdez-vous. Et c'est nous, donc mon pilote et moi, qui avons dû prendre en charge la suite de cet événement absolument tragique. Puis jusqu'à ce que la direction de la course arrive et qu'elle fasse un chèque qui cloue l'affaire. Donc on a repris la voiture ensuite. Et on est arrivé vers minuit au bivouac, et moi j'ai fait un premier reportage, évidemment, pour décrire ce que j'avais vécu, dont j'avais été témoin, et j'en ai proposé un autre pour le lendemain sur
sur le même thème, quoi. Pour moi, c'était gigantesque, évidemment. Et je me suis entendu dire, c'est bon, c'est un accident de la route, ça va, quoi. Et là, je peux vous dire que c'est ce jour-là que j'ai vraiment décroché. Là, je suis rentrée, j'ai dit, c'est terminé. C'est terminé parce que je l'ai pas dit aussi vite, malheureusement, parce que c'était pas si clair. Mais en gros, c'était, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde qui ne fait aucun cas des dégâts qu'il laisse derrière lui? Je trouvais ça, mais d'une violence et d'une vulgarité, cette façon de considérer ça comme un accident de la route. Bah oui, c'est un accident de la route. Bah oui, d'accord, mais enfin bon, ça peut peut-être être vu un petit peu autrement quand même. Quand vous vous retournez, que vous vous dites, à propos par exemple du cas de Christine Villemain, ok, donc si elle est innocente, ça veut dire que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit depuis 3 ans et demi, c'est nul et non avenu et que ça n'aurait pas dû exister. Ben moi, je suis désolée, ça a réveillé ma conscience. Oui, je pense que c'est à se vomir soi-même d'avoir joué ce jeu, dont on n'était pas dupe en plus. On a très bien vu comment les choses se sont fabriquées de l'intérieur, on les a très bien vus se déliter de l'intérieur. J'aurais pu partir plus tôt, j'aurais pu réagir, je ne sais pas comment, mais en tout cas j'aurais pu partir plus tôt, mais j'avais pas la conscience encore pour le faire. Et à partir de là, la conscience m'est vraiment arrivée, une espèce de voix en moi qui m'a dit c'est pas ça la vie, c'est pas ça ton métier, c'est pas ça que tu veux faire, c'est pas ça que tu veux vivre. Et à partir de là, débrouille-toi ma vieille avec ça. Vous décidez de quitter le métier et en même temps, vous avez ce projet d'écrire, en tout cas de revenir sur cette affaire. C'est au bout de 6 mois, justement, en me rendant compte que la seule chose qui me restait vraiment, c'était ce dossier Grégory, que là, je me dis, il faut le regarder en face et il faut essayer de comprendre. Et je voulais comprendre, tout ce que je fais d'ailleurs depuis, mais les 2 livres que j'ai publiés ensuite, c'est pareil, je veux comprendre ce que moi j'ai fait à ce moment-là, pourquoi je l'ai fait, dans quel contexte, et dans quelle mesure j'ai fait du mal aux autres et comment est-ce que je peux le réparer. Christine Villemain va être innocentée en 93. Ça a été quoi après vos relations avec elle? Vous l'avez revue? Parce que justement, quand vous avez ce projet de livre, j'imagine que vous prenez contact avec elle. Effectivement, la première chose que j'ai faite, c'est de leur écrire une lettre pour leur dire, voilà, je vais préparer un livre, je suis désolée, encore un livre sur votre histoire, mais cette fois, je vais essayer de raconter les mécanismes par lesquels vous avez chuté, par lesquels vos proches ont souffert, et y compris Bernard Laroche, etc., et sa famille. Et je leur ai écrit, ils m'ont pas répondu, mais je m'en doutais, parce qu'ils étaient soumis à un contrôle judiciaire, ils avaient absolument pas le droit de communiquer avec qui que ce soit. Donc mais néanmoins, je me suis obstinée, j'ai écrit en 88, j'ai écrit en 89, j'ai écrit en 90, j'ai écrit en 91, j'ai écrit en 92, et en 93, la lettre est arrivée. Waouh! Et qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre? Elle disait, écoute, nous sommes curieux de savoir ce que tu vas faire. Nous ne pouvions pas te parler avant parce que nous étions soumis à un contrôle judiciaire. Maintenant, c'est fini, pour Christine en tout cas. Et si tu veux venir, viens un soir dîner. D'accord. Et là, je vous avoue que au bout de 5 ans ou 4 ans d'attente, j'étais quand même très heureuse. C'était un moment très 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 fort pour moi. Je les avais pas vus depuis plus de 8 ans. Donc ils avaient leurs 2 enfants, ils avaient Julien, qui est donc, j'avais connu bébé par la presse, parce que je l'avais jamais vu en vrai, qui était un petit garçon de 4 ans, qui était debout entre leurs jambes. Je le revois, il avait un bras autour de la jambe de Jean-Marie, un bras autour de la jambe de Christine, et il me regardait arriver. Et moi, j'avais le sentiment d'incarner le malheur, quoi. Et voilà, ils m'ont accueilli. Et moi, je dois dire que j'ai passé ma soirée à regarder Christine et ses enfants. J'essayais c'est un peu horrible à dire, mais je voulais voir comment elle se comportait avec ses enfants. Je me disais peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah oui, que je vais voir. Oui, c'était ça. Hein. Je la regarde. Enfin, je ne faisais pas que de la regarder, mais en tout cas, tous ces gestes à l'égard de ses enfants, je les passais. Vous les scrutiez. Je les scrutais à l'aune de ce qu'on avait vécu et de ce qu'on avait cru pendant des années, quand même. On se débarrasse pas de ces choses-là en 2 temps 3 mouvements. Au départ, quand vous commencez l'écriture du livre, vous allez prendre contact avec le juge Simon et vous allez le rencontrer. Il fait partie des personnes auxquelles je me suis adressée, évidemment, parce qu'il y avait un problème majeur qui se présentait à moi, c'est de combien de temps je pouvais disposer pour faire ce livre. Tout le monde disait l'affaire va se terminer, l'affaire va se terminer, donc
comment on fait un livre lorsqu'on veut être quand même un peu en phase avec l'actualité, si on n'a que 3 mois devant soi. D'abord, je savais même pas ce que je voulais faire en plus, donc c'était quand même très compliqué. Donc je me suis dit, après tout, je vais demander au principal intéressé, lui devrait pouvoir me le dire. Alors ça faisait sourire tout le monde autour de moi qui me disait, oui, c'est ça, vas-y. Oui, tente ta chance. Sauf que ça marchait. Je lui ai écrit une grande lettre. Où je mettais tout sur la table, quoi. Mes remords, mon sentiment de culpabilité vis-à-vis de Bernard Laroche, mes souffrances de jeune journaliste qui avait perdu tous ses repères. J'y suis allée avec les tripes sur la table, quoi, en me disant, bon, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et je lui disais, voilà, je veux pas vous parler ni de ça, ni du dossier, je veux juste que vous me donniez le laps de temps dont je pourrais bénéficier pour travailler. Et en fait, il m'a téléphoné un matin. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il me téléphone, mais il m'a téléphoné en disant, écoutez, madame, j'ai été très touchée par votre lettre. Si vous voulez venir, venez, mais nous ne parlerons pas du fond du dossier. Je dis non, ça me paraît évident. Et puis voilà. Donc je suis allée le voir 3 semaines après. Et puis c'est vrai que ça a été un moment clé dans mon existence, puisque j'ai rencontré un homme qui m'a frappée par son humanité. Et ça, c'est ce qui me manquait. C'est ce qui nous a manqué pendant des années, où on a traité les gens comme des pions, comme des petits soldats de bois, qu'on déplaçait sur un échiquier, dont on avait nous-mêmes dessiné des cases complètement aberrantes. Et il n'y avait aucune humanité dans cette affaire. Vraiment, c'est ça qui m'a le plus frappé. Il n'y avait aucune humanité. On ne respectait rien ni personne. Ça avait commencé sur la tombe de l'enfant, et ça avait tout le temps été comme ça, mais tout le temps. Et là, je me suis trouvée en face de quelqu'un qui avait d'abord beaucoup de prestance, beaucoup d'allure, qui était impressionnant, et qui parlait des mêmes, mais avec beaucoup de respect. Et là, pour moi, ça a été une ouverture, quoi, parce que c'était le retour de quelque chose que j'avais perdu. Et je le dis sans pudeur, j'ai été éblouie par cet homme. D'ailleurs, je suis sortie, j'ai toujours un carnet de notes sur moi. Je prends des notes et j'avais noté éblouissant. Juste par la délicatesse avec laquelle il avait évoqué ces gens. Je sentais qu'il voulait vraiment restituer la réalité de chacun, qui avait tellement été piétinée. Donc oui, ça m'a ébloui, absolument. Et puis, il m'avait dit, écoutez, si un jour vous souhaitez revenir, je serais heureux de discuter avec vous de tout cela. Un jour, bon. Et un soir, voilà, j'étais perdue, je ne savais pas, je lui ai écrit en disant, il n'y a qu'à vous que je peux dire ça. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Comment on sort d'un maelstrom pareil, je sais plus exactement comment j'ai formulé les choses, mais c'était une espèce d'appel à l'aide. Et il a répondu, très simplement, quelque temps plus tard, je sais plus comment il a formulé les choses, je me souviens qu'il s'était étonné que je sois si seule et si triste, c'était ses mots, parce qu'effectivement j'étais très très seule, je m'étais vraiment infligé une ascèse, vraiment, voilà, c'est ça. C'est étonnant quand même que vous lui écriviez à lui, à ce moment où vous êtes... Oui, mais c'est quand même la seule source de lumière que j'ai trouvée. Ouais. Alors je mets de côté mes parents, ma famille, qui étaient très solidaires, mais qui ne comprenaient pas trop ce qui m'arrivait, et c'était pas vers eux que j'avais envie de me tourner. J'avais envie de me tourner vers quelqu'un qui savait ce dont je parlais, qui avait les mêmes tenants et aboutissants, même s'il connaissait pas toutes les coulisses, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, j'avais besoin d'un combattant de cette guerre-là qui m'éclaire, quoi. Et puis voilà, on a entamé une correspondance assez lente dans un premier temps, parce que ces choses-là ne se font pas aussi naturellement qu'on pourrait le penser, qui s'est accélérée avec le temps et qui est devenu un échange très intime. 139 lettres, c'est ça? 139 lettres, que vous avez bien compté, mais je crois que je les avais comptées avant vous. Oui, 139 lettres que nous avons échangées, qui étaient une réflexion sur la vie, sur la mort, sur la justice, sur l'âme. Je me souviens beaucoup C'était quelqu'un qui... Et puis, il m'a raconté sa vie par le menu. Je crois qu'il avait très envie de se confier, il était lui-même très seul. Et en me racontant sa vie, qui était quand même assez forte, il avait fait la résistance, il avait connu la guerre d'Algérie, il avait traversé quelques dizaines d'années de magistrature, avec des dossiers très complexes, où il avait vraiment beaucoup bataillé. Et à chaque fois, il me délivrait les leçons que j'attendais, quoi. En me parlant de sa propre vie. Il s'intéressait à la mienne, bien sûr. Mais en tout cas, moi, c'était ce qui m'intéressait, c'était les leçons qu'il pouvait me délivrer de son existence. Et puis, évidemment, un jour, la correspondance est devenue plus familière. Puis après, plus sentimentale. Et puis, voilà, il y a un jour, nous avons fait le constat que
Nous vivons plus jamais l'un sans l'autre. Nos vies étaient scellées. Par ces lettres et par ces lettres et par ce que vous aviez échangé nous l'un avions l'autre. échangé, par des points communs qui nous réunissaient, même si tout en apparence nous séparait. On avait 35 ans d'écart. Moi, j'étais une jeune journaliste, lui était un haut magistrat en fin de carrière. Nous avions vraiment... D'ailleurs, il m'a dit, il est venu me demander de l'attendre et il m'avait dit, mais il va falloir être courageuse parce que ensuite, d'abord, il va falloir attendre la fin de l'affaire Grégory, donc ça va prendre encore des mois. Et ensuite, vous verrez, nous aurons tout et tout le monde contre nous. Mais bon, ça m'a pas Ça vous a pas fait peur? Non. Vous suiviez ce qui se passait parce qu'il était déjà attaqué. Oui, et puis là, il était isolé, il était sous pression, il a fait 1 ou 2 faux pas, ce qui est tout à fait humain, mais malheureusement pour lui, ça aurait été fatal. Là, j'ai senti qu'il n'avait pas du tout compris où il avait mis les pieds. Ça, je l'ai senti. D'abord, j'étais très surprise de découvrir la première interview qu'il a donnée, même si j'avais pas une relation encore très très familière avec lui. Mais je me dis, mais attends, mais pourquoi il fait ça? Et je lui dis, mais pas vous, là, je vous en supplie, pas vous. Vous allez pas faire comme les autres, c'est pas possible. Et voilà. Bon, je sais plus ce qu'il s'était défendu. Il m'avait dit, je vous expliquerai plus tard. Bon, avec ça, j'étais pas très éclairée. Mais il a été rattrapé par la mécanique. Et c'est la mécanique en 3 mois, il a été broyé. En 3 mois? En 3 mois, il a été broyé, ouais. Et cette mécanique, c'était la même qu'à l'époque d'Épinal, avec les mêmes... C'était les mêmes protagonistes, c'était les mêmes enjeux. C'était pas tout à fait les mêmes journalistes, c'était même pas du tout les mêmes journalistes. Il y en était d'autres qui n'ont pas été plus glorieux que ceux auxquels je pense précédemment. Mais c'est en tout cas la mécanique, le système était le même, oui. Ouais. C'est-à-dire il était respecté parce qu'il avait réussi à imposer le silence dans cette affaire. Et le jour où il a parlé, il n'a pas compris qu'il se sabordait, qu'on lui pardonnerait pas. Ça a été une crise cardiaque en janvier 90 qu'il a fauché. Mais oui, c'est sûr que sa santé a subi des à-coups terribles avec ça. Et donc en 90, il est victime de cette attaque. Vous êtes prévenu comment? Parce que vous faites déjà partie de sa vie, mais pas vraiment non plus officiellement, on va dire. Eh bien, c'est simple. Il avait pris des dispositions parce que je pense qu'il pensait qu'il allait mourir. Hein. Je crois qu'il avait. D'ailleurs, j'ai bien compris. Après, j'ai vu qu'il avait pris des dispositions. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il survivrait amnésique. Mais ça, c'est vraiment ça. Il pouvait pas l'anticiper. Eh bien, il avait prévu. Il avait mis dans son portefeuille. Il avait une carte de visite. Et au dos de cette carte de visite, il y avait les noms des 3 personnes à prévenir, qui étaient sa compagne, la mère de son enfant, sa greffière, qui était quand même son bras droit et la mémoire de ce dossier, et puis moi. Voilà, dont les gens, quand ils ont vu, sa famille a vu le nom, ne savaient pas qui c'était. Mais bon, c'était ses volontés, donc on m'a prévenu, et j'ai été prévenue le jour même, comme ça. Après, il a fallu que moi-même j'explique qui j'étais, et ce à quoi c'était compliqué quand même au début, parce il est sorti de son coma amnésique. Il avait oublié votre nom, c'est ça, mais pas vous. Moi, il m'avait pas oublié, mais il avait oublié mon nom. Alors, si, je dois dire que par chance, quelques jours avant, il avait parlé de moi à sa fille aînée. D'accord. Donc, ça a permis quand même de faire la jonction. Il est sorti très, très abîmé de son coma. Il avait vraiment plus de... Mais il avait quand même gardé ce que j'appelle la mémoire du cœur, parce qu'il a reconnu ses enfants. Il a reconnu son entourage, même si c'était un peu chaotique au début. Et moi, lorsque j'ai été autorisée à aller le voir, il m'a reconnu aussitôt. C'est comme ça que j'ai compris que la mémoire se nichait pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans le regard et dans le cœur. Et ensuite, conformément à son vœu et au mien, nous avons vécu ensemble, comme on l'avait envisagé, mais avec évidemment une accélération du temps et des événements, ça qu'on n'avait pas du tout envisagé. Et donc, je suis restée à ses côtés, bien évidemment, et nous sommes partis de cette région. On a vécu dans une autre région, coupé de tout le monde, et je l'ai assisté de son mieux jusqu'à la fin de ses jours. Et il était devenu amnésique, c'est ça? Oui. Donc cette affaire qu'il avait hantée, rongée, ne s'en souvenait plus. Et vous, au départ, vous essayez de lui en parler pour parce que moi, activer la mémoire. Je pensais que c'était important. Je savais quelle place ça avait tenu dans son existence. Donc je pensais qu'il fallait tout faire pour lui rendre ce qui avait été quand même sa raison de vivre des dernières années.
Donc j'ai bataillé. On a vu des spécialistes, des sophrologues, des psychologues, des tout ce que vous voulez, orthophonistes et tout. Mais rien n'a jamais pris. Au bout d'un an, j'ai compris que, mais non, c'est pas ça. J'ai compris que s'il oubliait, c'est qu'il voulait oublier. Là, je me suis dit, arrête, t'es vraiment dans l'erreur, quoi. C'est parce qu'il veut oublier. Donc, tu le laisses. Vous avez arrêté de lui parler de l'affaire Bah oui, à un moment donné, au bout d'un moment. On n'avait pas beaucoup de sens de parler à quelque chose qui n'avait pas de... Mais en même temps, j'écrivais mon livre vous étiez à toujours 2 mètres dans... de lui, parce qu'il était assis à côté de moi quasiment toute la journée. Donc c'était très particulier, c'est très bizarre quand même. Je racontais son histoire dont il n'était pas capable de se souvenir. Et la phrase qui m'a fait lâcher prise, qui est intervenue plusieurs mois, mais je sais pas combien de temps après, et un jour il vient me voir et il me dit... mais il est en tiré où, ce petit garçon dont tu parles si souvent? Là, je me suis dit, d'accord, c'est fini, quoi. Là, tu lâches prise. Il a été atteint dans son honneur, qui était quand même quelque chose de très important pour lui, parce qu'il a fait l'objet d'attaques tout à fait inconsidérées, non fondées, et on a atteint ce qu'il avait de plus précieux au terme d'un parcours de 40 ans d'intégrité totale. Ça, il l'a pas supporté. Et donc, il est parti dans l'amnésie pour ne pas avoir à le regarder en face, je pense. Et en même temps, j'ai bien compris qu'il a survécu uniquement pour aller jusqu'au bout de cette affaire, et il est mort 2 mois d'ailleurs après le procès. J'ai l'impression aussi que pour les Villemain, ça a tellement changé quand le juge Simon a repris l'affaire. C'est quelqu'un qui était très important pour il a été le même phare pour eux qu'il l'a été pour moi, dans un registre tout à fait différent. Mais c'est évident que lorsqu'ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui les respectait, d'une part, et qui avait un souci de vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été pour eux comme si un rideau se déchirait, quoi. Ça a été, ils ont commencé à reprendre un petit peu confiance dans les hommes et en la vie, et ils se sont accrochés à lui après, évidemment, de manière comme des naufragés à une bouée. Alors, ils n'ont pas su grand-chose de son état de santé parce que la famille avait été très discrète. Mais bon, ils ont quand même été obligés de constater qu'il n'était pas revenu aux commandes puisqu'il a été obligé de passer la main à un successeur vu qu'il n'était plus en capacité d'instruire. Il les a revus. Mais il les a revus, c'est ce que j'allais dire. En revanche, quand il les a revus, donc 2-3 mois avant sa mort, là, il les a reconnus. Ils étaient venus, il lui avait offert une montre. Ils étaient venus avec ce cadeau. Alors, je les avais quand même prévenus avant. J'étais allée les voir, je leur avais dit, vous savez, vous n'allez pas retrouver le même homme. Il faut vraiment que vous vous prépariez à un choc. Donc, ils étaient un peu préparés quand même. Donc, il lui avait offert une montre qui symbolisait le temps qu'ils avaient passé ensemble, parce qu'il les a entendus chacun, mais des dizaines. Je crois que il a dû l'attendre 122 heures ou un truc 122 comme ça. heures. Je crois un truc comme ça. Donc, il lui avait offert cette montre et c'était un moment très, très émouvant parce que ils pleuraient l'un et l'autre beaucoup, enfin, Christine et Jean-Marie. Ils lui ont dit, vous nous avez sauvé la vie. Et c'est vrai, il leur a sauvé la vie. Je pense qu'il serait mort, sans lui, ils seraient morts tous les deux. Ouais, c'est clair. Et donc en 94, après un ultime infarctus, il décède finalement. Ça vous semblait naturel de prévenir Jean-Marie? Je les ai pas prévenus parce que moi, il fallait que je cours à l'hôpital, mais je les ai fait prévenir que c'était la fin. Voilà, je ne savais pas ce qu'ils allaient faire, c'était en pleine nuit. Mais bon, il y avait les 2 petits, donc Christine est restée avec les 2 petits, et puis Jean-Marie a pris sa voiture, il a foncé comme un dingue, mais il n'a pas eu le temps d'arriver avant la mort. Et à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, on pouvait pas s'échanger de nouvelles, donc quand il est arrivé, il savait pas. Donc je le revois au sortir de l'ascenseur qui menait chez moi, parce qu'en fait on avait rendez-vous chez moi, parce qu'il n'était pas question qu'on se retrouve à l'hôpital, et son visage, il voulait savoir, quoi. Alors, je lui dis, c'est fini. Et après, on a passé toute la nuit à fumer, cloper comme des dingues. Alors que moi, j'avais arrêté de fumer depuis 4 ans, à boire du café et à parler de lui, et à croiser nos souvenirs, quoi. Et à comprendre parce que tout ça, je vous le dis avec 25 ans de recul, mais à comprendre, en imbriquant nos souvenirs, toute la lumière que ça avait pu apporter dans nos vies respectives. Le lendemain matin, je l'ai emmené au funérarium, bien sûr. Et donc, il s'est recueilli devant les dépouilles de Maurice Simon. Et là, il a mis une photo de Grégory du côté gauche sur son cœur. Voilà, il est parti avec ça.
Bienvenue dans Au cœur du crime, une série proposée par l'Obs. Ils ou elles se sont retrouvés de par leur métier ou par le hasard de la vie au centre d'une histoire judiciaire et ils nous racontent comment leur existence a soudain basculé. L'affaire Grégory, 3e épisode, Dohan Buis reçoit l'ancienne journaliste Laurence Lacour. Le procès de Jean-Marie Villemain, ça aussi c'est un moment qui a été, j'imagine... C'est la première fois que, par exemple, les avocats de Bernard Laroche rencontraient les Villemain. Ça faisait 9 ans qu'ils étaient dans un face-à-face perpétuel et ils ne se connaissaient pas. C'est très particulier quand même. Et puis c'était la première fois que Jean-Marie Villemain retrouvait Muriel Boll et Marie-Ange Laroche, dont il attendait qu'elles parlent si elles avaient quelque chose à dire. La première heure d'audition de Jean-Marie, il a parlé pendant 1 heure sans s'arrêter. Et il a tout raconté depuis le début, les manœuvres des journalistes, celles des avocats, celles des flics, les faiblesses de Lambert et tout. Et il l'a fait dans une syntaxe parfaite, fluide. C'était un moment très très puissant, quoi. Très puissant. Et vous-même, vous avez déposé donc Alors moi j'ai déposé parce que donc on était en 93, j'allais achever l'écriture de mon livre. Et donc j'avais quand même une vision très précise du jeu trouble des médias dans cette affaire, des journalistes et des avocats, ce que j'avais pas au début. Au début, j'avais mes sentiments, j'avais mes souvenirs personnels, mais j'avais pas analysé. J'avais pas fait d'enquête, j'avais pas étudié. Là, j'avais tout fait. Donc, j'avais tout en mémoire, tout était, et j'avais dit à Jean-Marie, je peux pas imaginer que tu sois jugé sans qu'on éclaire ce côté-là. C'est pas possible. Les responsabilités des journalistes, des avocats et des flics sont telles que je sais que la cour d'assises ne va pas les étudier parce qu'elle a pas la matière, elle a pas, quoi. Donc je lui ai dit, moi je suis prête à venir déposer. Et c'est ce que j'ai fait, je suis allée déposer pendant 45 minutes, j'ai raconté tout ce qui s'était passé, la mort de Grégory à la mort de Bernard Laroche. J'ai rien caché de ce qu'avait fait chacun. J'avais tout, j'avais les citations, j'avais les dates, j'étais au top de la mémoire pour le coup. Et personne n'a bronché. Le président m'a remercié et je sentais qu'à côté ils étaient un peu assommés, mais bon voilà, pour moi c'était un devoir de le faire. Un devoir civique. On va évoquer d'ailleurs le juge Simon pendant le procès, non ? Ah bah oui, alors les avocats de la partie Laroche vont jouer un jeu une fois de plus pas très glorieux quand même. Ils savaient très bien qu'il était malade parce qu'il avait été soumis à des expertises psychiatriques et médico-psychiatriques dans le cadre de la procédure et ils avaient eu vent ils avaient eu connaissance de ces expertises, ils savaient très bien qu'il n'était pas du tout en état de déposer, mais ils n'ont pas cessé de réclamer son audition et comme il ne venait pas et pour cause, il faisait passer pour quelqu'un qui se dérobait à sa charge et à ses responsabilités. C'était pas très glorieux ça. Et c'était su que vous aviez cette relation avec... Non. Alors oui, la rumeur avait un peu couru. C'était quelque chose de très délicat à manier. Moi, maintenant, j'en parle parce que d'abord, j'ai le recul, je peux me le permettre 30 ans plus tard. Mais à l'époque, les gens osaient pas trop. C'était quand même pas simple. Le président Simon, comme on disait, était une personnalité très respectée, très statut du commandeur et les gens savaient pas trop comment manier cette histoire de relation avec une jeune journaliste de 35 ans, sa cadette. Mais oui, il y a eu une question qui a été posée au procès, qui est tombée complètement à plat et on m'a demandé comment il allait, j'ai dit il va bien. Et puis voilà, j'ai répondu ça comme alors qu'il allait pas bien du tout. En plus, il était pas bien du tout à ce moment-là. J'ai dit ça parce que je savais pas quoi dire d'autre et puis ça n'a pas eu de conséquences. Ce qui est hyper frappant dans toute cette histoire, c'est que vos destinées ont été complètement imbriquées, emmêlées. La vôtre, le juge Simon, les Villemain. Et d'ailleurs, le 4e enfant des Villemain, il s'appelle Simon, c'est ça ? Oui, Simon est né en 98, donc quand même quelques années une fois qu'après que la paix soit revenue. Et effectivement, ses parents l'ont prénommé Simon en hommage au juge Simon, qui leur avait sauvé la vie. Alors j'imagine que vous pensiez que cette histoire était finie, ou en tout cas presque finie. Mais en juin 2017, les Jacob et Muriel Boll sont mis en examen. Comment vous avez d'ailleurs appris ? Enfin, je sais pas, c'était BFM, c'est la radio ? Ah non, c'était plus
plus au cœur du système que ça, parce que moi je suis témoin dans ce dossier aussi pour avoir recueilli des confidences, notamment d'une infirmière qui avait des choses importantes à dire. Donc moi j'avais déjà été entendue début 2016. Donc depuis le début 2016, je savais, même si j'ai pas d'avocat dans le dossier, mais je savais, et que ça allait je suis très proche maintenant de Christine et Jean-Marie Villemain, et par eux je suis informée de tout au jour le jour. Donc je savais, j'ai pas du tout été surprise, je savais ce qui se préparait. C'est un SMS de Christine qui m'a informé qu'il y avait 5 personnes en garde à vue le matin même, et eux-mêmes ne savaient pas qui. D'accord. Donc ils étaient un peu surpris qu'on passe de 1 à 5. À 5, voilà, ils savaient que Muriel Boll allait sans doute revenir dans le champ, mais ils ignoraient qui étaient les 4 autres. Donc je l'ai appris comme ça. Alors moi je me suis tout de suite protégée. J'ai rien voulu lire, rien voulu écouter. Mais ça a été un peu difficile parce que on peut ne pas allumer la radio ni la télé, mais il y a les SMS. Ouais. J'ai reçu une pluie de SMS. Et là, j'ai coupé, je me suis dit, bon, j'ai eu un réflexe très bête, je me suis dit, bon, je vais m'allonger, je vais fermer les volets, je vais attendre que ça passe. Donc j'ai tiré les rideaux, je me suis allongée, et au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, Laurence, c'est mal barré, parce que je ne pense pas que ça passe. Ça ne va pas passer. Parce que ce qui est frappant, c'est l'effet répétition. C'est-à-dire que on avait cette conscience-là du fiasco médiatique que l'affaire avait été. Alors même si vous n'avez pas regardé, est-ce que vous avez l'impression que des leçons ont été tirées du ratage de l'affaire Grégory, que ce soit d'un point de vue médiatique ou judiciaire? Et qu'est-ce qui a changé depuis? Alors, ce qui a changé quand même dans la justice notamment, c'est pas négligeable, c'est que la justice a appris à communiquer. Pour ce qui est des journalistes, il y a eu sur les 25 ans des évolutions qui ont été brutalement interrompues par la survenue du tout info. Je le sais parce que j'y ai participé cette fois-ci aussi. Dans les années 90, on a formé, moi-même, j'ai travaillé longtemps à l'école de journalisme, on a formé beaucoup de journalistes au traitement du fait judiciaire. Ce qui nous a manqué, nous, au début, et moi la première, c'est une bonne connaissance et de la procédure et du monde judiciaire. Et donc, on a fait des interprétations monstrueusement idiotes ou erronées de ce que l'on croyait savoir. Par exemple, beaucoup de gens pensent que c'est une infamie que d'être mis en examen. C'est sûr que c'est pas très agréable, mais être mis en examen, c'est d'abord avoir un moyen de se défendre. Et ça n'est jamais dit. Des choses comme ça, vous voyez. Bon, donc ça, quand même, je pense que les journalistes ont une meilleure connaissance de ce milieu, de son fonctionnement, et donc forcément, ils en font une lecture plus saine. Et quand même, ça a permis d'éviter bien des erreurs que j'avais commises ou des pièges dans lesquels j'étais tombée, comme les autres. Mais enfin, je ne parle que de moi en l'occurrence. Ce qui n'a pas changé, j'ai l'impression, c'est les avocats, qui restent quand même des grands manipulateurs devant l'Éternel et qui jouent de la nécessité d'aller vite et de remplir notamment les canaux audiovisuels. Et donc, il suffit qu'un avocat se pointe, on lui tende son micro. Ce que moi, je ne faisais plus à la fin. À la fin de l'affaire, je n'en pouvais plus. Quand les avocats sortaient, je me souviens d'une fois, je me suis assise sur le trottoir en disant, ce sera sans moi cette fois. Je n'en peux plus. De toujours être le porte-parole de gens qui disent soit des choses qu'on devinait fausses, soit qui disent tout et son contraire en l'espace de 2 semaines. Ça, je crois que ça n'a pas trop changé. Voilà, je suis désolée pour les avocats, mais c'est une réalité. Et pour les journalistes, le positif qui avait pu être acquis au cours des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, a été percuté malheureusement par le tout info. Ça, la répétition de l'information comme ça, mais ça tient plutôt de la propagande, il faut bien le dire quand même, le fait de vriller un peu les cerveaux comme ça avec des formules constamment répétées. Je me protège beaucoup de ça, je les regarde pratiquement pas, mais bon, il m'arrive quand même, comme tout le monde, de passer devant une télé lorsque c'est allumé. Et ça, je dois reconnaître que parfois je me dis, mais ces journalistes-là, ils ont pas de famille, ils ont pas de frères, ils ont pas de sœurs, ils ont personne pour leur dire combien ils sont ridicules, de brasser du vide. Le tout info qui fait que pendant des jours et des jours, l'affaire Grégory, c'est un nouveau feuilleton. Et surtout, il y a cet ultime rebondissement tragique à l'été 2017, qui est le suicide du juge Lambert, qui nous a tous... J'étais évidemment à la fois bouche bée, mais pas surprise, un peu assommée, beaucoup même. Et je pense que pour le juge Lambert, le retour de tous les fantômes a été trop lourd à porter. Peut-être sa conscience à lui, sa responsabilité,
Il a été dévoré toute sa vie par ça. Mais malheureusement, ça m'a pas tellement surprise non plus. C'est un personnage que j'ai vu toujours un peu fragile. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de l'entendre s'exprimer au cours de ces décennies, et je suis désolée de le dire, bien qu'il soit décédé, il ne s'est jamais vraiment remis en question. Il n'a jamais vraiment analysé ses erreurs et leur impact sur la vie des gens. Et j'ai eu le sentiment qu'il a toujours gardé plutôt ce comportement narcissique qu'on lui a connu. Où, je me souviens par exemple en 89, je l'avais appelé pour mon enquête. Et il avait clos l'entretien en disant vous savez Laurence, je suis sûre que si on faisait un sondage, je suis populaire, je suis très populaire. Bon, est-ce que c'est vraiment le problème de savoir si le juge Lambert est demeuré populaire et qu'il faut faire un sondage pour ça? Il avait cette tendance malheureusement effectivement narcissique que nous avons tous vu, observé, qu'on a vu dans ses ouvrages, dans son exposition souvent volontaire quand même devant les médias. Et je pense que sa blessure a été trop grande ce jour-là lorsqu'il a entendu, parce que je crois que c'est un peu concomitant, la lecture des lignes de Maurice Simon, des carnets de Maurice Simon, qui n'étaient pas très flatteuses pour lui, quoi. Après, ce qui est terrible, c'est ce côté comme une histoire qui revient toujours au point de départ, avec pression médiatique, et il y a un mort. L'emballement qui se termine par un drame. Dieu merci, on en a évité quelques-uns quand même. Mais c'est vrai que là, c'était stupéfiant. Alors, il y a quand même une grande différence entre hier et aujourd'hui. C'est que la partie la plus noire de cette affaire, celle qui a mené à l'assassinat de Bernard Laroche, c'est quand même d'abord les médias qui accusaient, avant que ce soit la justice. Ouais. C'est une poignée de journalistes qui dûment téléguidés avec des raisons bien particulières, qui seraient trop longues à développer, mais c'est quand même une poignée de journalistes qui a décidé que c'était Christine Villemin la coupable et qu'il fallait qu'elle se substituait à la justice complètement. Là, la presse dit ce que fait la justice, voilà. Donc, mais voilà, c'est quand même une différence non négligeable. Parce que quand ce sont les journalistes qui décident de qui est coupable, ça c'est gravissime, gravissime. Et je me souviens d'une fois en 85 où Christine Villemin avait refusé par téléphone de donner une interview à l'un des journalistes les plus puissants de cette affaire. Il lui avait dit « Ah madame, vous voulez pas me parler? Eh bien sachez qu'un jour l'opinion publique vous jugera et que l'opinion publique c'est moi qui l'a fait. » Une ivresse de puissance que rien n'arrêtait, quoi. Et vraiment, il n'y a aucun garde-fou à l'époque. Donc la grande différence, c'est ça. Aujourd'hui, on dit ce que fait la justice sans savoir si elle fait bien, mais on ne se substitue pas à elle. C'est quand même un progrès. Après, ce qui est très troublant aussi, c'est que 35, voilà, beaucoup de personnes sont mortes, les personnes qui peut-être savaient, et voilà, par rapport à cette affaire irrésolue, quel peut être l'épilogue de cette affaire? Quel peut être l'épilogue? Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'elle va encore générer des événements inattendus, sans doute. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait d'autres suicides, franchement. Mais j'espère que non, bien sûr. J'arrive pas à imaginer une fin à cette histoire. Enfin, une fin qui nous satisfasse. Des fins, il y en a eu temporairement plusieurs. Mais une fin qui satisfasse tout le monde, je n'arrive pas à l'imaginer. Mais en même temps, c'est aussi une histoire qui est le reflet d'une époque. Et cette époque, au bout de 35 ans, elle est en train de virer dans une autre. Enfin, on sent qu'on est quand même dans notre... Comme la mort de Grégory est arrivée à un moment charnière de la société, fin des années 80, qui a ouvert sur toute autre chose. Là, on arrive dans une époque dont on ne peut pas prédire ce qu'elle sera, mais on sent bien qu'elle ne sera pas la même. Mais est-ce qu'un fait divers, aujourd'hui, pourrait avoir un tel retentissement? Parce que c'est vrai que je me rappelle des blagues qui étaient dans la cour de récréation. D'inconscient collectif. Il y avait plein de blagues atroces dans les cours de récré. On parlait du sac poubelle bleu et c'était devenu un objet de blague. Et c'est frappant parce que ça montre à quel point, en fait, ça a infusé dans notre culture populaire. Je crois qu'il y a même, vous dites dans votre livre, il y a même des questions à Trivial Poursuite. On en parlait dans les jeux télévisés. Trivial Poursuite a plusieurs questions qui portent sur cette affaire, oui. Mais je me souviens que dans les années 90, oui, notamment quand la dérision s'est vraiment emparée de cette histoire, oui, c'est ça, à la fin des années 80, quand il y a eu le bébé de show, puis après les guignols, et puis après toutes les blagues. C'est arrivé près de chez vous. C'est arrivé près de chez vous, tout ça, le film. Les deux parties les plus touchées sont évidemment les Villemin et les Laroche.
les bols, pour ce qui est de Muriel en tout cas, tout ça, ça les atteignait, ça les démolissait. Le temps d'une soirée, il suffisait qu'il y ait un truc parce qu'ils regardaient la télé, et là, ça les démolissait complètement. C'était terrible. Les gens ne se rendent pas compte, mais on peut pas non plus leur demander d'intégrer, de porter la vie des uns et des autres, mais il faudrait quand même que les gens réalisent que c'est pas une affaire, ce sont des êtres vivants qui souffrent, alors pas seulement eux, mais beaucoup de gens ont souffert dans cette histoire. Ouais. Et un jour, il y a un directeur d'usine qui avait été interrogé justement par le magistrat Maurice Simon et qui lui avait dit une phrase en disant, en gros, on voudrait voir cette affaire résolue parce qu'elle a bouleversé toutes les valeurs qui comptent dans une vie. C'est-à-dire le rapport à la mère, le rapport à l'enfant, l'introduction de l'argent dans ça, qui était quand même pas attendu, le respect des autres, l'intégrité physique, l'intégrité morale, tout ce qui compte dans une vie, tout ce qui fait qu'un homme peut vivre debout et en harmonie avec les gens qui l'entourent, c'est ça. Alors là, il n'y a rien eu de tout ça. Rien. Et les Villemain, donc, malgré tout, voilà, ce qu'ils ont vécu, c'est aussi l'histoire d'une résilience dingue. C'est l'histoire d'un amour, surtout, qui, moi, m'a évidemment ébloui de nouveau. C'est l'histoire d'un amour qui n'a jamais été abîmé, ni entaché. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire à regarder. Et puis, des gens, oui, très résilients, qui ont reçu aussi leur part de legs moral du président Simon, de Maurice Simon. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Christine me disait, tu sais, moi, depuis cette époque-là, je sais que je ne dois jamais rien accepter de faire qui aille contre ma conscience. C'est vraiment la leçon que eux ont retenue, parce qu'ils avaient été beaucoup utilisés aussi, beaucoup manipulés. Et il faut faire des photos, parce qu'il faut de l'argent, parce qu'il faut convaincre l'opinion publique, parce qu'il faut sourire, parce qu'il faut pas qu'on pleure, parce que ceci. Donc boum, ils avaient suivi ça un peu comme une boule de flipper, quoi. Ils avaient fait ce qu'on leur disait de faire, ils étaient jeunes, ils n'avaient pas la résistance ni la capacité de s'y opposer. Maintenant, ils sont très fermes sur leur choix, bien évidemment. Ils n'ont pas 60 ans encore, ils sont encore relativement jeunes. Mais voilà. Donc résilients parce que ils ont croisé aussi la route de cet homme-là qui, sans jamais manifester de familiarité à leur égard, à part être respectueux, a su leur transmettre aussi les grandes lignes pour se reconstruire. Sans lui, il serait mort, ça c'est clair. Vraiment. Et aujourd'hui, pensez-vous qu'il pourrait y avoir un fait divers qui ait une telle résonance? Je pense que le fait de zapper offre une capacité de désintégration, de déflagration. Je veux dire, je doute que ça, on arrive maintenant à cristalliser de la même manière un seul pays, une seule. Parce que là, ça a quand même touché toutes les couches de la société, mais toute la France parlait de. Je me souviens d'avoir croisé Giscard d'Estaing dans une soirée. Il est venu me voir pour me dire, alors, est-ce que c'est la mère, est-ce que c'est pas la mère, voilà. Et de même, je me souviens d'avoir dîné à côté de Cohn-Bendit, il y a longtemps, avant qu'il soit le Cohn-Bendit d'aujourd'hui, qui me dit, alors, est-ce que c'est la mère, c'est pas la mère? Enfin, tout le monde en parlait. Tout le monde nous posait la même question. Il n'y a pas que moi, bien sûr. Donc, pour arriver à ce point d'agrégat, je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, hein, c'est très très difficile à dire. Mais là, il y a vraiment un alignement des planètes qui fait que cette histoire, elle a tous les ingrédients pour devenir ce qu'elle est devenue, évidemment. Et pour retrouver cet ensemble de ces 100% de paramètres, je pense, de critères, je ne sais pas, mais je crois pas. Et puis je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, que je n'aime pourtant pas, auraient un mérite, c'est qu'ils, par rapport à l'époque, c'est qu'ils aspireraient toute la bêtise, la haine, toute cette cruauté qu'on a connue, nous, en direct, et permettrait aux intéressés peut-être de s'en protéger. Les réseaux sociaux, personne n'est obligé personne n'est obligé d'y aller, personne n'est obligé de les lire. Je pense qu'il y aurait des moyens peut-être. C'est que cette violence, finalement, elle serait dans cet espace-là, mais cantonnée dans cet espace. Je pense qu'elle serait aspirée par cet espace-là et que c'est un espace qui est sûrement peut-être plus facile, je ne sais pas, à éviter que ce qu'a connu Christine Villemain. Qui recevait des lettres chez elle. Qui a reçu des milliers de lettres anonymes, certaines souillées, de papier toilette souillé, enfin des trucs qui l'ont vraiment atteinte directement. Aujourd'hui, elle les aurait pas. Les gens lui écriraient pas. Ils se déverseraient sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que ce serait plus facile finalement de se protéger. Maintenant, si vraiment aujourd'hui quelqu'un, elle ou une autre ou un autre, était pris de nouveau dans le même engrenage, ça voudrait dire que on n'a vraiment tiré aucune leçon du passé. Donc c'est même pas concevable à mes yeux. Merci beaucoup Laurence Lacour.